Bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Mike Lamberdi, le président élu de l'association Actuarielle Internationale. Il va nous dire quelques mots pour ouvrir officiellement le cinquième colloque international de l'actuariat francophone. Donc Mike. Merci pour ça. Bienvenue à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur, en tant que président élu de l'Association actuarielle internationale, de vous souhaiter le bienvenu à ce colloque international de l'actuariat francophone. Ce colloque virtuel est un moment fort qui réunit des actuaires, des universitaires, des représentants d'organismes de réglementation et des décideurs issus de nombreux pays francophones. Ensemble, nous explorons des thèmes d'actualité, qui nous concernent tous. L'évolution rapide de notre profession, l'adaptation aux besoins de la société, l'élargissement de nos compétences et le rôle essentiel que nous jouons dans la gestion des risques, tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale. Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, les actuaires sont appelés à jouer un rôle stratégique dans les débats publics sur la durabilité, les systèmes de retraite, la cybersécurité, les assurances inclusives et bien d'autres défis majeurs. Ce colloque est une occasion précieuse d'échanger des idées, de présenter des recherches, de faire émerger des solutions et de nourrir une réflexion collective sur les enjeux que nous partageons. Nous avons pour mission de promouvoir une profession actuarielle forte, unie et respectée dans le monde entier. Elle agit comme un catalyseur de collaboration entre ses associations membres et favorise le développement professionnel, la recherche et la contribution au bien commun. Des événements comme celui-ci renforcent les liens entre nos communautés tout en valorisant la diversité linguistique, culturelle et professionnelle de la francophonie actuarielle. Je tiens à remercier chaleureusement les associations partenaires pour l'organisation de cet événement, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué. Je remercie aussi chacune et chacun de vous pour votre participation, quelle que soit votre région ou votre heure locale. Je suis convaincu que les discussions de cette semaine seront fructueuses, qu'elles inspireront de nouvelles collaborations et qu'elles contribueront à renforcer la place de notre profession dans l'espace francophone et au-delà. Je vous souhaite un colloque riche, stimulant et porteur d'idées nouvelles. Merci et bon colloque. Merci Mike pour ces mots en français. Et rebonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je suis Johan Bodbol, Chief Actuary chez RSA et administrateur de l'Institut luxembourgeois des actuaires, ainsi que représentant de l'Institut des actuaires France à Luxembourg. Et je suis ravi d'ouvrir cette table ronde consacrée à un sujet qui nous concerne tous en tant qu'actuaires, assureurs, réassureurs, mais aussi citoyens. Donc, le sujet portera sur les risques de catastrophes naturelles et les stratégies de réassurance qui permettent d'y faire face. Alors, ces dernières années, on a constaté une intensification des événements naturels extrêmes, inondations, tempêtes, sécheresses, feux de forêt. Ils sont plus fréquents, plus violents, l'impact économique et humain ne cesse de croître. Et puis, pour les assureurs, les réassureurs, ça se traduit par des sinistres de plus en plus coûteux, une volatilité accrue et la nécessité d'adapter en permanence les modèles et les mécanismes de protection. Et donc, dans ce contexte, la réassurance occupe une place centrale. Elle permet de mutualiser ces risques, de donner de la capacité au marché, mais aussi de sécuriser la solidité financière des assureurs. Pourtant, face à l'augmentation de la sinistralité, les stratégies traditionnelles ne fonctionnent pas toujours. Elles sont mises en tout cas à rude épreuve. Et les acteurs doivent explorer de nouvelles approches. Alors, les approches, ça peut être la diversification géographique par péril, des recours accrus aux solutions alternatives, comme nous le verrons, une intégration ou une meilleure intégration du changement climatique dans les modèles, ou encore des partenariats publics-privés, comme il en existe déjà pour partager certains risques systémiques. Alors, notre objectif ce soir est justement d'échanger sur ces différentes stratégies en confrontant les points de vue. Comment les rassureurs ajustent-ils leur couverture? Quelles attentes les assureurs expriment-ils? Comment les actuaires peuvent-ils contribuer à une meilleure quantification et une gestion de ces risques extrêmes? Et enfin,
quel rôle les pouvoirs publics peuvent-ils jouer pour renforcer la résilience collective? Alors, nous aurons la chance d'entendre ce soir des intervenants au profil varié qui apporteront chacun un éclairage complémentaire. Et puis, en fait, l'ambition de cette table ronde est d'ouvrir à la réflexion, de comparer les pratiques et de partager les pistes concrètes d'adaptation dans un environnement de plus en plus incertain. Alors, je propose de laisser nos panélistes se présenter dans un premier temps, et puis on pourra entrer un peu plus dans le vif du sujet. Guillaume, je te donne la parole. Oui, merci, Johan. Donc, je peux me présenter rapidement. Donc, je travaille comme courtier de réassurance pour Guy Carpenter, basé au Canada. Donc, ça fait environ 15 ans que je travaille pour cet employeur-là. Donc, j'ai obtenu mon fellowship en 2010 de l'Institut canadien des actuaires, également le Casualty Actuarial Society. Mon mandat, c'est vraiment de service conseil auprès des clients. Et j'ai développé au fil du temps une expertise plus spécifique en termes de mécanismes de transfert de risque, tout ce qui est en lien avec les exposés catastrophes. Donc, c'est un sujet qui était sur mesure pour moi aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de participer à la table ronde avec mes deux collègues. Abder. Bon, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend. Donc c'est Abder ou Abderrahim Moulidi, directeur 4 au sein d'Atlantic Ray, anciennement pour ceux qui connaissaient la société, donc c'est la Société Centrale de Réassurance. J'étais par ailleurs responsable des études et risk management au sein du Fonds de solidarité. Donc, je vais présenter tout à l'heure les deux institutions. Je me présente le régime 4 du Maroc. Et sinon, par ailleurs, moi, j'ai eu une carrière académique voilà, universitaire en France et au Maroc. Donc, j'interviens, donc, je suis très heureux d'intervenir dans cette cinquième édition pour présenter et parler, je dirais, le régime 4 du Maroc. Et je remercie les organisateurs et j'interviens aussi en tant que membre de l'AMA, l'Association marocaine des actuaires, et en tant que président de la commission scientifique. Voilà. Merci Abder et Sodina pour finir. Ok, merci beaucoup, Johanna. Je suis Takuda Esodina, donc consultant, donc, analyste actuariel et statistique. Donc, je suis spécialisé dans la consommation des solutions d'assurance. Et actuellement, je suis le secrétaire général de l'association actuarielle au Togo. Donc, il faut noter aussi que bon, je suis responsable d'études et développement donc, du projet d'assurance indicielle agricole, qui est le FAMCOR, qui est un projet donc, qui est sous la tutelle du cabinet de Assurance et qui est soutenu donc, par Insure Resilience. Donc, en plus de ça, donc, j'ai eu à participer aussi à développer donc, des produits d'assurance indicielle dans le cadre donc, du projet de gestion des risques climatiques au Tchad qui est soutenu par le PNUD et puis le FEM, qui est le Fonds pour l'environnement mondial. Donc, en termes de cursus, je peux dire que j'ai un cursus mathématique, vraiment mathématique et actuariel. Donc, ce qui est finalisé par l'obtention d'un diplôme de doctorat de spécialisé en actuariat à l'Université de Johannesburg. Et c'est un honneur aussi de faire partie de ce panel-là pour partager le peu d'expérience que nous avons et surtout d'apprendre de nos collègues, donc, et tous ensemble pour le bien du métier de l'assurance. Je vous remercie. Merci Esodina. Alors je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec quelques questions hein, d'introduction. Donc ma première question sera pour Guillaume dans un premier temps et elle parle des couvertures qui existent aujourd'hui. Donc on a des différentes couvertures de risques de catastrophes naturelles, on a des traités indemnitaires, paramétriques, on parle de proportionnel, de non proportionnel, on parle de protection de fréquence ou de protection de sévérité. Aussi les ILS, les cat bonds. Alors selon vous, comment les acteurs choisissent-ils entre ces différentes approches et dans quel cas chacune est-elle plus pertinente? Merci, Johan. Donc, en fait, on pensait à propos là, avant d'aller directement dans le vif du sujet, de révisiter un peu les concepts, je dirais, de base là, de réassurance, mais toujours dans une optique
Nat 4 ici. Donc, la plupart d'entre vous vont être familiers avec la structure typique des traités. Donc, on parle souvent de traités dits proportionnels ou dits non proportionnels. Donc, en fait, c'est quoi un traité proportionnel? Un traité proportionnel, c'est vraiment un traité par lequel une cédante va transférer une portion de son portefeuille. Typiquement, en fait, le transfert de risque va s'effectuer pas seulement pour l'exposé des catastrophes naturelles, mais l'entièreté du portefeuille en question. Puisque ce que ça permet à la cédante d'accomplir, c'est en fait un certain relâchement au niveau du niveau de capitalisation qu'ils ont besoin. Dans le cas de catastrophe naturelle, c'est pas tellement la solution la mieux adaptée généralement, de par le fait qu'on couvre pas seulement les catastrophes naturelles, mais on couvre l'ensemble du portefeuille. Donc la portée peut être assez limitée d'un point de vue sévérité. C'est pour ça que le traité non proportionnel, typiquement, est plus adapté dans le sens où ça permet à la cédante d'identifier un seuil à partir duquel elle commence à être un petit peu, elle est inconfortable, si on veut, d'absorber davantage de sinistralité. Puis au-delà de ce seuil-là, on va structurer ce qu'on appelle une tour de réassurance, donc vraiment en excédent de sinistre. Donc à partir duquel les réassureurs vont être interpellés là, vis-à-vis de la gravité. Plus la gravité de la catastrophe en question est importante, plus la contribution des rassureurs va l'être également. Donc, la sévérité, la réassurance est très adaptée pour formuler une très belle offre au niveau de la sévérité, mais on observe également, puis Johan en parlait en introduction, donc bien entendu, il y a beaucoup de questionnements présentement à savoir, on observe de plus en plus de phénomènes, de plus en plus de catastrophes, donc il y a vraiment un enjeu au niveau de la fréquence qui commence à s'installer. Où est-ce que la réassurance offre des solutions, mais pas toujours très adaptées. Donc, on parle souvent de structures de type aggregate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'un peu de la même façon, c'est que pour des événements, pas nécessairement avec une gravité importante, mais disons avec une faible et moyenne sévérité, on va déterminer une quantité, si on veut, d'événements que l'assureur va être en mesure d'absorber. Mais ensuite, à partir de 3 ou 4 événements, par exemple, où est-ce que là, ça devient difficile au niveau de la capitalisation, ben, c'est là que la réassurance va être interpellée. Donc, c'est une couverture plus dite de fréquence. Donc, ça existe aussi, mais c'est, je dirais, moins répandu. Si on parle un peu plus de comment l'écosystème de la réassurance est structuré, donc vous avez typiquement il y a 3 intervenants, disons, importants, il y en a d'autres, là, mais disons 3 intervenants importants. Donc, vous avez vraiment les réassureurs dits traditionnels. Donc, ça, c'est vraiment les compagnies privées, donc lesquelles, bon, sont vraiment structurées de façon pour desservir les cédantes, les assureurs avec des solutions de réassurance. Mais vous avez également, depuis disons, au moins 2 décennies, une présence de plus en plus importante au niveau des fonds d'investissement. Puis, Johan en parlait tantôt. On parle de cat bond puis de ILS. ILS, c'est quoi? C'est un acronyme anglais pour Insurance Linked Securities. Donc, au fil du temps, on a été capable, en fait, de transposer un contrat de réassurance, disons, traditionnel en un instrument financier, ce qui fait en sorte que, en fait, ça ouvre la porte à des investisseurs en dehors du secteur de la réassurance, comme des fonds d'investissement, des fonds de pension, des choses comme ça, de pouvoir allouer une certaine portion de leurs actifs ou de leur capital et déployer pour offrir une solution supplémentaire au niveau de la réassurance. Puis eux, ce qu'ils en retirent de ça, en fait, c'est que très souvent, le risque de catastrophe naturelle, la corrélation est très, très faible avec le reste du marché boursier ou les autres classes d'actifs. Donc, ça leur apporte une diversification qui est très intéressante. Puis le potentiel de capital dans les fonds d'investissement est beaucoup plus important que les rassureurs traditionnels. Donc, on parle des caisses de retraite partout dans le monde, etc. Donc, c'est des trillions d'actifs. Donc, ça vient vraiment supporter, si on veut, puis donner une offre supplémentaire par rapport à la réassurance traditionnelle. Puis également, pour finir, ben, puis Abder, en fait, en parlera un peu tantôt. Donc, l'État, le gouvernement a aussi un rôle à jouer en tant que centralisateur. Donc, il y a certains pays qui ont structuré la réassurance qui fait en sorte que l'État est vraiment au cœur de la solution. Je transférerai la parole à Abder qui va nous expliquer un peu les différents types de l'indemnitaire versus le risque paramétrique. Merci Guillaume.
Oui, effectivement, comme par la suite, bon, vous avez compris, au début, on essaie de, bon, certaines choses sont connues quasiment par tout le monde, mais on a préféré mettre quelques définitions. Et quand par la suite, il est question de parler de paramétrique et de parler de ce qu'on appelle un modèle CatNat, donc je vais les introduire sans rentrer dans les détails. Je pourrais donner des cas particuliers, ce qui a été joué pour le cas du Maroc lors du tremblement de terre de House. Mais alors, donc comme Guillaume l'a dit, donc, il a présenté les différents types de traités, proportionnels, non proportionnels, etc., les différentes clauses, etc. Mais au moment de l'indemnité, au moment de la tarification elle-même, donc on a quelque part deux, voire trois visions. Il y a une vision qui est entre les deux. Il y a une vision classique qu'on connaît, c'est l'indemnitaire. Donc, on a des données classiques sur les sinistralités. On essaie de bâtir un modèle, une loi qui nous permet de calculer lorsque le sinistre est mutualisable ben, une moyenne ou une autre métrique de risque qui nous permet de définir la prime pure et après les chargements pour définir le prix. Et en même temps, cette méthode, c'est ce qui donne aussi l'indemnité classique, ce qu'on appelle les contrats d'assurance indemnitaire. C'est lorsque un sinistre arrive, donc il est réellement là, donc ben, l'assureur ou le réassureur va indemniser son client, c'est la victime, en fonction de ce qui est dans le contrat, en fonction des différentes clauses que nous avons dans le contrat. Après, bon, il y a de l'expertise, des allers-retours administratifs, mais on indemnise selon le sinistre réel. Alors, pour parler, donc, avant d'introduire le reste, donc, j'introduis une autre notion qui est le risque de base. Donc, risque de base, c'est un écart entre le sinistre réel et, je dirais, un sinistre estimé à travers d'un paramètre que je vais introduire dans quelques secondes. Donc, pour les contrats d'assurance indemnitaire, le risque de base, il est quasi nul, parce que j'indemnise, sauf dans les cas où il y a des litiges, mais ce que j'indemnise en fonction de ce que le sinistré a déclaré. Et bien sûr, en appliquant les clauses du contrat. Par contre, ça demande, comme je l'ai dit au début, une grande qualité et quantité de données, parce que c'est ça ce qui va me permettre de bâtir un modèle, et c'est sur lequel je vais ajuster les coûts, donc au début à la fin. Voilà. Alors, l'autre mode d'assurance, c'est le paramétrique, dont je vais parler tout à l'heure pour le cas du Maroc et pour le cas du fonds particulièrement. Donc, ça repose sur un trigger, donc le déclenchement d'un paramètre qu'on essaie de choisir le mieux selon la notion du risque de base le plus petit possible. Le risque de base, comme je viens de l'introduire, c'est l'écart entre la réalité, donc le coût réel, et ce que donne le contrat dans un cadre d'un trigger. Et donc, par contre, il est simple, facile à comprendre et transparent. Parce que tout est clair dans le contrat et on sait ce qui nous attend. Donc, on peut faire des simulations. Dès qu'on a le trigger bien choisi, je pourrais en donner quelques exemples de choix de trigger par la suite. Mais une fois que le trigger est choisi, une fois que la clause d'indemnisation est définie dans le contrat, tout est clair. Donc, quand le sinistre arrive, après, il faudrait certainement, parce que quand un sinistre arrive, le trigger et les valeurs, ils sont affichés par qui, sont donnés par qui. Et donc, cela se repose sur une entité indépendante. Donc, j'en parlerai tout à l'heure de l'USGS, par exemple, pour le cas d'un tremblement de terre ou pour le cas d'inondation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui publie ce paramètre-là, ou ce qu'il donne ce qu'on appelle le checkmap, la carte d'ALIA, en fonction des différents niveaux de ce paramètre, mais qui soit indépendant. Et en même temps, on repose sur un agent calculateur qui va calculer les indemnités. Donc, même si le contrat est signé, le paramètre lui-même, il faut qu'il soit publié, défini par un organisme totalement indépendant. Par contre, le risque de base, il est très élevé. Voilà, est-ce qu'on peut recevoir quelque chose qui est inférieur au coût du sinistre réel ou plus. Donc, ça peut être aussi un risque de base positif. Alors, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la perte modélisée. La perte modélisée, ça introduit le modèle CatNat. Donc, je n'ai pas de données de sinistralité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur lesquelles repose la tarification et l'indemnité, mais par contre, ça repose sur des connaissances physiques du risque. Pour le tremblement de terre, ça repose sur des données vraiment géologiques, sismiques, etc. Pour les inondations, c'est des modèles météorologiques, hydrologiques et un certain nombre de données, donc physiques, qui nous permettent, et des données historiques ou instrumentales qui nous permettent de simuler in fine un catalogue d'ALIA. Et c'est sur ce catalogue-là qu'on bâtit un modèle CatNat qui est coûteux, qui demande beaucoup de temps je dirais pour bâtir un modèle. C'est coûteux de point de vue même argent, c'est pas donné, je dirais, à n'importe quelle institution. C'est comme un peu l'équivalent d'un modèle interne et ce qu'on voit par exemple pour la S2
Salvador. Donc, si on n'a pas les moyens et si on n'a pas je dirais les données historiques, on ne pourra pas bâtir un modèle 4NAT. Mais par contre, ça nous permet d'être entre les deux, entre, comme j'ai dit tout à l'heure, les données basées sur les données historiques de la sinistralité et d'être proche d'un paramètre ou de phénomène physique lui-même et, voilà, et de bâtir un modèle 4NAT. Et à partir des sorties de ce modèle 4NAT, les Event Loss Table, hier, on pourra en parler tout à l'heure, donc les différentes sorties simulées, ça nous permet à partir de là donc de tarifier et de regarder un certain nombre de coûts par période de retour, et ça nous permet aussi de bâtir un paramètre à partir de cette perte modélisée. Mais par contre, le risque de base, il est entre les deux. Donc le premier indemnitaire, le risque de base est quasi nul. Pour le paramétrique, le risque de base, il est assez grand. Voilà ce que je voulais dire pour ces deux modes de fonctionnement. Merci Abder. Alors, vous avez mentionné le Maroc. Alors, c'est vrai on a la chance d'avoir des représentants de trois pays, donc le Maroc, le Togo et le Canada. Et ma question, elle sera du coup pour vous trois sur les principaux enjeux et problématiques que la réassurance doit affronter face aux catastrophes naturelles et en quoi ces enjeux diffèrent-ils selon les pays. On peut commencer avec vous, Abder. Bon, alors, donc, je vais, là, c'est bon, peut-être qu'on n'a pas assez de temps non plus pour rester dans les généralités. Donc, je vais parler du cas du Maroc, ou du régime 4 Maroc, qui ressemble, mais qui diffère aussi du cas régime 4 France. Donc, en 2020, mais je ne vais pas remonter à ce qui s'est passé avant, mais en 2020, la loi 114 a été instaurée pour bâtir un régime de couverture obligatoire, universel, pour couvrir tout le monde. Alors, donc ça couvre tous les phénomènes, je dirais, de catastrophe naturelle. C'est tout événement qui est anormal et qui est dû à un agent naturel. Et ça couvre aussi tout ce qui est dû à l'action violente de l'homme. Et donc, les événements naturels, et là, il y a déjà aussi il y a une différence par rapport à la France. Donc, c'est les inondations, les crues, tremblements de terre, les tsunamis. Ils sont listés par décret. Et l'action violente de l'homme, c'est tout ce qui est émeute, mouvement populaire, etc. Et pareil, un événement de catastrophe naturelle, il doit être publié dans le bulletin officiel et défini ou arrêté par le chef du gouvernement, mais qui est derrière, il y a une commission de suivi qui définit est-ce qu'on est dans le cadre réellement d'un phénomène CatNat ou pas. Alors, cette loi a défini, parce que bon, l'assurance, le taux de pénétration de l'assurance au Maroc n'est pas assez élevé. Donc, il y a des gens auxquels ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont aucune assurance. Et donc, on a bâti un régime qui comporte deux volets et un volet assurantiel qui couvre toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'un contrat d'assurance. Donc, on fait appel aux contrats d'assurance garantissant les dommages aux biens. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile auto. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile corporelle. Et donc, ils sont couverts selon les risques que j'ai précités tout à l'heure et selon des modes de franchise et de plafonnement. Je ne vais pas en parler, sauf s'il y a des questions autour de ça. Et il y a un volet allocataire pour toutes les personnes qui n'ont aucune assurance. Alors, les personnes qui n'ont aucune assurance, il faut les couvrir. Je dis que c'est un régime universel, donc il faut laisser personnes, je dirais, non couvertes. Et donc, ces gens-là, ces personnes qui n'ont aucune couverture assurantielle, ils sont pris en charge par, il y a les deux risques corporels et physiques, et ça indemnise dans des cas particuliers la résidence principale quand elle est rendue inhabitable. Et donc, ça, c'est géré par le fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Le volet assurantiel, c'est le côté assurance. Il y a un agrégateur, il y a un réassureur national qui est la SCR. Et l'agrégateur, c'est 4 réassurances. Et le volet allocataire, il est lui géré, financé, géré plutôt par le fonds de solidarité. Le financement des deux, donc le premier, ça ressemble à ce qui se passe en France, c'est une surprise prise sur un certain nombre de contrats d'assurance non-vie. Et l'autre, le régime allocataire, il est financé par une taxe parafiscale. Donc, c'est de la solidarité. Voilà. Merci Abder. Alors, Essodina, est-ce que vous pouvez nous parler du Togo? Ok, Abdel, merci aussi pour la brève introduction sur les cas généraux et le cas de votre pays. Bon, je dirais le Togo, bon, c'est un pays donc, de l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve donc, dans la zone CIMA. Et on note globalement qu'au Togo, voilà, nous avons pratiquement deux, euh, deux grandes zones agroécologiques avec voilà, deux types de climats, à savoir un climat, voilà, je dirais, donc, subtropical. Donc, il y a un climat donc,
tropicales dans le Grand Nord. Et il faut noter que, bon, face à ce type de climat, donc, le pays, donc, ainsi que les autres pays de la zone CIMA, qui est la conférence interafricaine de marché d'assurance, donc, subit vraiment des risques catastrophiques. Donc, et ces événements vraiment ont vraiment des incidences sur nos populations, et à savoir les événements graves tels que les inondations donc, poussées, les sécheresses. Et bon, c'est vrai que bon, nous, dans notre pays, les glissements de terrain sont très rares. Je parle du cas particulier du Togo. Mais bon, dans la zone ciment, il y a des zones où il y a vraiment il y a des tempêtes, par exemple. Donc, pour en résumer, je dirais que bon, dans nos pays, on note vraiment une recrudescence donc des sinistres qui sont dus vraiment au dérèglement climatique, donc ce qui nécessite vraiment d'adapter les tarifs donc, aux risques qui sont de nos jours croissants. Et donc, par ailleurs, on note en fait un besoin aussi vraiment de développer des solutions innovantes et adaptées aux contextes locaux. Et l'un des défis qui ressort de nos pays concerne particulièrement le manque de données fiables. Et ainsi, pour en revenir vraiment au niveau des enjeux, on note vraiment que dans notre zone, donc, la réassurance donc, de manière globale est affectée par une faible pénétration donc, du marché de l'assurance, et notamment l'assurance qui est vraiment perçue comme, je dirais même un produit de luxe. Donc, un produit de luxe parce que, bon, compte tenu du faible pouvoir d'achat, on dira que bah, il faut vraiment manger avant de pouvoir penser à s'assurer en cas de de risque. Et aussi, et ça fait que, bon, dans nos pays, je dirais qu'on a même une faible culture d'assurance, d'où voilà, il y a une inaccessibilité donc, de nos populations donc à l'assurance, surtout celles à faible revenu. Donc, pour en illustrer les 26e et 27e forums de la réassurance africaine ont pointé un certain nombre d'enjeux donc, qui sont considérablement important qu'il faille que l'on mentionne ici. Et pour en signaler, on note vraiment que le besoin vraiment de vraiment renforcer donc le capital donc de nos structures pour pouvoir vraiment faire face aux risques croissants, donc notamment les risques climatiques et les risques, donc les 4 nat. Et il a été aussi pointé donc un cadre réglementaire donc, qu'il faudrait vraiment améliorer pour pouvoir vraiment et adapter surtout pour pouvoir faire face aux risques naturels catastrophiques. Donc, on peut en citer d'autres points qui ont été vraiment soulignés, notamment le renforcement des capacités donc, de nos communautés vraiment à gérer les risques complexes, donc, notamment que ce sont l'inondation, que ce soit les tremblements de terre, donc de manière globale, les risques tropicaux. Donc, et aussi, l'un des enjeux qui ont été vraiment soulignés à ce forum sont vraiment de intégrer la réassurance donc, dans nos stratégies de développement durable. Donc, cela pour pouvoir vraiment permettre à nos communautés d'être plus résilients face aux risques extrêmement. Donc, pour ne pas trop monopoliser, donc je dirais vraiment de manière succincte, dans nos zones, voilà en quelque sorte ce que nous vivons comme problématique et comme enjeu, donc, tel que mentionné. Donc, sur ce, je passe la parole à Guillaume pour pouvoir donner son point. Merci. Merci Sodina. Donc, c'est une perspective canadienne de mon côté. Donc, vous savez probablement que le pays, le Canada, est un très, très vaste pays. Deuxième plus grand au monde. Donc, on a la chance ou pas d'avoir ou également un profil de risque CatNat très varié. Donc, euh, le fait qu'on est un pays situé relativement au nord également, ça fait en sorte que les changements climatiques, qui est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard durant la discussion, se fait à une plus grande vitesse que ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Donc, c'est un sujet assez important.
2024, l'année dernière, donc c'était l'année record en termes de pertes NatCat pour le Canada avec près de 10 milliards. Donc 10 milliards pour la taille de l'économie du Canada, c'est très conséquent en termes de pertes assurables. Donc on a dépassé largement le record précédent. Des périls naturels, il y en a beaucoup qui sont présents au Canada, donc on observe une fréquence importante également de périls dits secondaires depuis plusieurs années. Donc ces périls-là, en fait, secondaires, c'est des périls qui sont un peu moins bien modélisés. On va parler des modèles catastrophes un peu plus tard durant la présentation. Donc au Canada, on a la tempête de grêle, des inondations, des feux de forêt, des queues d'ouragan dans l'Est, le risque de tremblement de terre, qui est un des risques les plus importants du côté de la côte ouest canadienne, mais également il y a un risque important au Québec, en fait, où est-ce que je suis basé aussi pour le risque de tremblement de terre. On parlait des feux de forêt, donc c'est un enjeu important depuis plus de quelques années maintenant, même les gens en Europe, je ne sais pas si certains sont sur la ligne aujourd'hui, mais la fumée qui a fait son chemin jusqu'en Europe depuis les 3 dernières années, donc on a une situation assez alarmante d'un point de vue d'activité de feu de forêt. Le dernier élément, le dernier défi qu'on a, on est le seul pays du G7 qui présentement n'a pas de solution pour le risque d'inondation. Donc, ça fait plusieurs années que ça se discute. Donc, présentement, on a une solution qui est envisagée, donc qui impliquerait le secteur privé, le gouvernement. Mais bon, on espère une mise en place dans les prochaines années, mais ce sera à voir. Merci Guillaume. Alors on a parlé des solutions qui existent, on a parlé des enjeux, et on a aussi parlé de l'évolution de la sinistralité sur ces 5 ans dernières années. Et donc ma question qui s'adressera à vous trois est comment la demande de couverture en réassurance pour les catastrophes naturelles a-t-elle évolué ces dernières années et quels ont été, on va dire, les drivers de ce changement? Et Sodina, dans un premier temps. D'accord, merci beaucoup. Bon, je dirais, avant de pouvoir vraiment rentrer dans le vif, je voudrais vraiment faire juste un petit mot en termes de rappel, sur ce que nous vivons dans nos pays et notamment dans notre zone. Et on note globalement que euh, le marché donc, de la CIMA, donc, tel que j'ai défini, ne représente que 3% donc, du marché donc, africain, donc, en termes d'assurance, et qui donc, représente en gros près de 1,2% du marché mondial. Donc cela a vraiment suscité le faible taux donc, de nos couvertures donc, dans le marché mondial. Donc. Et ça, ces chiffres sont vraiment ils sont issus de la FANAF, qui est la Fédération donc, des sociétés d'assurance de droit national africain. Et par ailleurs, au cours des 10 dernières années, on a noté vraiment une croissance moyenne donc, annuelle de près de 7%, et un taux, donc un faible taux de pénétration qui est environ de 1% non, de manière globale. Et donc, comme je l'ai aussi pratiquement évoqué aussitôt, on fait face à un certain nombre de difficultés. Et en termes de freins, je pourrais partager comme expérience ou rappeler que c'est notamment dû à une faible donc, culture de l'assurance dans nos zones. Et il y a aussi le fait que voilà, la méfiance est accrue. Des fois, c'est lié aussi au non-paiement des sinistres. Et aussi, on nous demande les défis de conception des produits donc, adaptés aux réalités climatiques ou à nos contextes locaux. Donc, ainsi, pour en revenir à la question spécifiquement concernant la demande en couverture de réassurance, bien que, comme je l'ai cité, c'est faible, donc on note vraiment qu'elle est croissante, d'accord? Elle est croissante, et surtout avec quoi? Avec l'évolution des risques catastrophiques, et surtout avec la prise de conscience de nos politiques en matière de protection sociale. Et donc, on pourra dire que nous avons une demande donc aujourd'hui qui est en couverture 4 notes qui progresse, même si la progression paraît lente, mais elle est aussi soutenue et portée par le fait qu'on note vraiment une fréquence accrue donc, de nos événements, des événements climatiques extrêmes, donc, tel qu'on le connaît. Et il y a aussi de nos jours une pression réglementaire, parce que bon, généralement les couvertures, ce genre de couvertures sont dans nos pays
classés comme des garanties spéciaux. Voilà. Et des fois, c'est suite à un certain nombre de demandes qu'il faudrait maintenant aller voir avec le régulateur pour pouvoir les étendre. Mais il faut noter que voilà, il y a un certain nombre d'aspects qui évoluent, qui favorisent maintenant cette croissance, notamment avec la sensibilisation de nos États des populations en matière de risques climatiques. Et surtout, donc, il faut le mentionner, surtout avec la mise en place des solutions donc, innovantes à l'instar de couverture d'assurance indiciaire agricole. Et surtout le fait qu'un certain nombre de crédits aujourd'hui soient conditionnés par les assurances. Donc, ça fait qu'on a vraiment une couverture qui est pleinement grandissante. Donc, sans oublier aussi des initiatives régionales, à savoir la RC qui est African Risk Capacity, où donc, les États donc, souscrivent aux couvertures d'assurance et au profit des populations. Donc, le Togo en souscrit donc, fréquemment ou en 2022, donc, compte tenu des poches de sécheresse, donc le pays avait été indemnisé par l'accueil pour pouvoir vraiment soutenir vraiment les populations, donc pour pouvoir vraiment être résilient, d'autant que bon, dans les secteurs de l'agriculture, du moins, c'est risque vraiment, mais à défier les efforts du gouvernement ainsi que accentuer maintenant l'insécurité alimentaire. Donc, ça permet vraiment de relancer l'économie. Encore merci, je pense que je laisse la parole à Guillaume pour la suite. Merci. Merci, Sadina. Également, le Canada est un pays pour lequel le régulateur est une implication assez importante dans l'écosystème de l'assurance puis la réassurance. Et ça influence quand même beaucoup là, la façon dont les assureurs vont acheter la protection en fait de réassurance NatCat. D'un point de vue tremblement de terre, donc il y a le péril dont je mentionnais tantôt avec le potentiel de gravité le plus grand. En fait, les cédantes sont mandatées d'acheter pour une périodicité de 500 ans. Donc, c'est quand même très conservateur par rapport à ce qui se fait à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, juste pour être clair, le niveau de protection qui est recherché doit atteindre un événement aux 500 ans. Donc, ça, autant pour la côte ouest que pour la partie est. Bien qu'il n'y ait pas d'exigence à cet effet-là pour les autres périls, en fait, ce qu'on observe dans le marché, c'est que la plupart des cédantes vont endosser une approche similaire pour les autres périls et vouloir se protéger également à la hauteur de 500 ans. Concernant les solutions de fréquence, on en parlait un peu plus tantôt. Donc, il n'y a pas vraiment d'incitatif au Canada pour les assureurs d'acheter au niveau capitalisation. Puis au niveau réglementaire, il y a pas d'incitatif spécifique pour acheter des protections de fréquence. Contrairement à ce qu'on peut voir en Europe, là, par exemple, avec Solvency 2 qui peut apporter des bénéfices au niveau lorsqu'il y a un achat au niveau de la protection de fréquence qui est effectué. Je transférerai la parole à Abder pour nous parler de Cas du Paramètres. Maroc. Oui, le cas du Maroc. Alors, comme j'ai dit, il y a deux volets. Il y a le volet assurantiel et le volet allocataire, géré par le FSEC. L'État, à travers le ministère des Finances, a défini un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire tout ce qui est rétention, franchise, plafond, on court plus des événements centennales. Mais pour le cas de l'assurantiel, il y a des couvertures qui sont assez précisées à travers des décrets. Il faut couvrir jusqu'à 3 milliards de dirhams par événement et 9 milliards par année. Donc, ça définit déjà un peu je dirais le mode de transfert de risque. Le transfert se fait quasiment à l'international à travers des appels d'offres et par consultation de courtiers. Le côté assurantiel, c'est une consultation classique, donc consulte des courtiers qui, bon voilà, chacun amène un coteur et après un placement à travers des appériteurs et donc c'est découpé en des tranches avec une rétention aussi définie par un décret et des tranches qui sont définies pour couvrir les 3 milliards et 9 milliards de dirhams par année, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, donc ça se fait de façon indemnitaire. Voilà. Le côté allocataire, la décision a été faite pour couvrir un événement centenal. Parce que, bon, au début, il y avait tout un travail qui a été fait depuis, je dirais, 2016 pour définir le financement de ce régime-là, côté assurantiel et côté allocataire. Donc, la taxe parafiscale qui a été définie, ça a été défini, c'est une sorte de moyenne pour couvrir un événement centenal.
Voilà. Et donc, il y a aussi une consultation du marché international, après avoir défini certaines franchises et la limite donc, de l'événement centenaire qui est à peu près 3 milliards de dirhams. Et donc, ça se passe à travers aussi un appel d'offres international, à travers un courtier international. Et comme le FSEC, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de contrat, donc il n'y a pas de données historiques. Donc, automatiquement, il s'est mis pour faire un placement paramétrique. Donc, et donc, la couverture paramétrique qui a été déclenchée, bon, malheureusement, en 2023, comme j'ai dit tout à l'heure, jour pour jour, le 8 septembre 2023, reposait sur une couverture paramétrique. Donc, le FSEC, je dirais, consulte le marché international à travers des courtiers et en définissant une exposition par commune. On n'a pas, on ne connaît pas je dirais les sommes assurées par contrat. Donc, il y a des données économiques données par le commissariat au plan pour définir les expositions par commune. Le courtier et le coteur ont défini un paramètre, je vais en parler dans un petit moment, qui est le MMI. Donc, c'est pour non, je dirais, c'est le modifié de Mercalli intensité qui repose sur le PGA, Big Ground Acceleration. C'est un paramètre physique qui est censé être le plus corrélé avec les risques réels, puisque ça repose sur un certain nombre, c'est une panoplie de données physiques, occupation du sol, bon, enfin, la propagation de l'onde à 30 mètres sur le sol, etc., à travers ce qu'on appelle les équations aussi. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Les GMPE, ce sont les équations de propagation de l'onde. Bon, un séisme, quand il arrive, bon, bah, il arrive dans une région ou dans un épicentre avec une certaine profondeur, une certaine magnitude, les dégâts peuvent être dans un rayon un peu plus grand, petit, selon la nature du sol et selon la vulnérabilité et l'exposition. Et donc, il faudrait qu'il y ait un paramètre qui tient compte de tout ça. Donc, le MMI, basé sur le PGA, donc repose sur des informations qui sont censées réduire le risque de base. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit publié par une institution indépendante. Donc, c'est l'USGS qui stabilise cette carte d'ALIA, ce checkmap, au bout de 14 jours, recalibré par les rapports d'édiophilie. Donc, c'est les sensations des gens, des personnes qui sont aux alentours, autour de l'occurrence de ce séisme qui alimente un certain rapport, ce qu'appelle l'USGS de l'idiophilie. Et donc, ça publie, cette carte, elle la stabilise au bout de 14 jours, qui définit la valeur de chaque zone, donc chaque résolution, ça donne la valeur du MMI, et dans le contrat, c'est la valeur maximale de MMI par commune qui est définie et qui permet de calculer, à travers l'agent calculateur, ça calcule l'indemnité, donc c'est l'exposition de la commune fois le taux de dommage du MMI maximal. Voilà comment ça fonctionne côté FSEC. Et juste un petit mot entre les deux. Donc, le régime, il est nouveau, on va dire, il est récent. Il y a un certain nombre de franchises et de plafonds qui sont là, un certain nombre de reconstitutions côté assurantiel qui sont là, mais aussi un apprentissage qui est là. Et bon, il y a eu un seul événement qui a été déclenché côté assurantiel au côté FSEC, qui est le séisme de House, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a un apprentissage à faire, bon, malheureusement peut-être par l'occurrence d'un certain nombre d'événements, mais il y a un apprentissage à faire pour pouvoir peaufiner donc ces franchises, ces plafonds, les revoir. Voilà, c'est le travail qu'on est en train de mener en ce moment, donc pour avoir des modèles internes et pour un peu mieux maîtriser, je dirais, notre exposition à ces différents types de risques. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci Abder. Alors, peut-être une dernière question pour finaliser un petit peu notre introduction et notre mise en contexte. On parle souvent d'exclusion en assurance ou de risque exclu. Et certains risques de catastrophes naturelles restent aujourd'hui exclus de la réassurance. Donc, qu'est-ce qui explique ces exclusions? Est-ce que c'est le manque de données, la contrainte de capacité, la réglementation ou bien la maturité insuffisante du marché? Peut-être, Esodina, on peut commencer avec vous, puis on enchaînera sur Guillaume. Ok, merci beaucoup. Hein. Je dirais que dans notre zone, bon, ce que nous pouvons classer aujourd'hui comme, du moins, son risque dit non enregistrable aujourd'hui, il faut qu'on le souligne. Hein. Donc, peut-être d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ces risques pourront être assurables compte tenu de l'évolution de la technologie, compte tenu
donc de la documentation, des recherches qui évoluent, compte tenu aussi des données qui sont disponibles. Donc, juste pour le dire que ce n'est pas aussi nécessairement figé, donc c'est juste, je le mets entre griffes, non assurable ou les exclusions aujourd'hui. Et par ailleurs aussi, ce que nous classons comme exclusion des risques non assurables dans notre pays, ou du moins dans notre zone, peut être assurable ailleurs, tout comme dans notre pays, compte tenu des capacités aussi. Donc, les quelques risques que je pourrais peut-être mentionner, c'est par rapport aux expériences que nous avons eues, et surtout dans la conception. Et ça, nous pouvons lister globalement comme voilà, les inondations massives, en fait, et surtout les sécheresses aussi prolongées. Donc maintenant, bon, comme je l'ai dit, les dynamiques évoluent. Donc aujourd'hui, il y a des apports qui permettent vraiment de pouvoir aller trouver des moyens pour pouvoir vraiment couvrir ce genre de risques. Par exemple, au Togo, on a vraiment les glissements de terrain, donc c'est rare. Du coup, le fait par exemple, qu'un risque vraiment ne se produise pas, donc vraiment fait que, enfin, je dirais, ne se produise pas fréquemment, on fait aussi que voilà, ce risque, il n'y a vraiment pas trop d'intérêt donc à le couvrir. Donc, pour en citer quelques-uns aussi, d'autres, je veux dire, il y a par exemple les risques pandémiques. Donc, nous avons tous vécu le corona-19. Donc, et ça, c'est ce qui a révélé vraiment la défiance dans nos systèmes de santé. Et aussi, dans nos pays, il y a des risques aujourd'hui qui sont aussi, qui émergent énormément, qu'on peut même les classer comme des risques qui sont liés à la politique. Mais bon, c'est des discussions, on pourra toujours voir. Je vais parler pratiquement des conflits armés, donc, qui vraiment qui jouent aussi dans nos pays. Et, bon, je voudrais vraiment faire un cas aussi sur les inondations beaucoup plus non pluviales, en fait. C'est que la remontée des eaux donc, issues des nappes, donc ça, ce ne sont pas les excès de pluie qui causent ce genre d'inondation. Donc, c'est une remontée d'eau issues des nappes qui entraîne voilà, de types d'inondations qui sont vraiment fréquents, par exemple, au Tchad. Et voilà, ces risques sont vraiment difficiles à assurer parce que, bon, on arrive vraiment à avoir à avoir vraiment de bonnes métriques pour pouvoir vraiment quantifier ces risques. Et voilà, au-delà de ça, il y a un certain nombre de raisons que nous pouvons évoquer. Hein. J'ai déjà évoqué, j'ai déjà parlé de l'insuffisance, de manque de données fiables. Et aussi, voilà, d'autant que c'est des risques que nous connaissons, dont l'occurrence est faible, mais la gravité, lorsqu'ils surviennent, sont énormes. Donc, il y a des fois les coûts de sinistre qui jouent aussi. Et on note aussi pareil, voilà, des fois un peu de réticence donc, dans certains systèmes donc, pour pouvoir couvrir des zones à haut risque. Et aussi, par ailleurs, comme on l'a déjà mentionné, les forums que j'ai énumérés, donc il y a des fois le cadre réglementaire qui vraiment ne favorise pas, qu'il faudrait vraiment prendre en considération. Donc, sur ce, je laisse Guillaume pour pouvoir donner son appréciation et ses points. Alors, Guillaume, tu es en mute. Pardon, merci, Johan. Quelques petits commentaires sur les pratiques de marché au Canada. Donc, en fait, au Canada, les traités de réassurance pour notre 4 sont généralement, ils couvrent l'ensemble des périodes, sauf ceux qui sont spécifiquement exclus. Puis pour les raisons que Cédina a mentionnées, donc, il y a plusieurs raisons pourquoi certains périodes ne sont pas assurables ou réassurables. Donc, entre autres, il y a vraiment ce qu'on appelle les risques systémiques, où est-ce que, en fait, le principe fondamental derrière la réassurance, qui est la diversification des risques, ne fonctionne pas. C'est quoi un risque systémique? C'est quelque chose qui survient puis qui impacte l'entièreté du monde en même temps. Donc, c'est un risque qui n'est pas diversifiable. On a eu la pandémie en 2020 qui a impacté le monde au complet. Un sujet qu'on parle beaucoup ces temps-ci, c'est les tempêtes solaires. Dans la société actuelle étant très, très dépendante au niveau des télécommunications, ben, c'est le genre de risque qui potentiellement qui n'est pas assurable. Donc, c'est autant la responsabilité des assureurs que des réassureurs d'être à l'avant-plan puis s'assurer qu'en fait, le produit qui est offert est assurable, parce que la journée que les réassureurs vont décider que c'est pas diversifiable, mais là, à ce moment-là, les assureurs vont devoir l'exclure ou assumer le risque eux-mêmes, ce qui n'est pas une situation idéale. Puis, bon, le principe de diversification, j'en ai parlé un peu, une façon de l'imager, c'est vraiment ce qu'on a vécu au Canada en 2024. Donc, j'en parlais un peu tantôt, année catastrophique pour le Canada, année record en termes de catastrophes. Par contre, ailleurs dans le monde, c'était
une année somme toute normale. Donc, au final, les rassureurs ont eu une très, très bonne année. Donc, c'est ça. Le principe de diversification, on dit que ben, on peut pas, les choses peuvent pas être mauvaises partout dans le monde en même temps. Puis c'est comme ça, en fait, que le capital est déployé de façon efficiente de la part des rassureurs. J'inviterais Johan à nous lancer dans les questions plus techniques et actuarielles. Oui, donc voilà, effectivement. Donc parlons de modèles NatCat, donc voilà, on entend souvent parler. Donc ces modèles-là jouent un rôle central dans la réassurance. Et ma question pour tous les trois est comment l'expertise en amont avec les scientifiques de ces risques, combinée avec le rôle des actuaires, que ce soit comment tout cela s'intercale, que ce soit pour la tarification, le provisionnement, côté cédante ou côté réassureur, et comment toutes ces fonctions-là s'articulent avec les outils et les modèles disponibles. Alors, on peut commencer avec Abder, peut-être. Problème. Merci, Johan. Et en même temps, c'est une question peut-être qui lancera un peu le débat de la fin, donc du rôle de l'actuaire. Ça a été dit, on est des actuaires. Et c'était ma propre expérience quand j'ai commencé à travailler sur les cas de match. Je dit, bon, voilà, c'est de l'assurance. L'assurance, c'est des choses classiques qu'on connaît. Ben, pas du tout. On est dans le cas des événements rares. Alors, les données historiques, voilà, on en a observé quelques-uns. On ne peut pas, à partir de là, bâtir, je dirais, calibrer une loi et dire, voilà, donc ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, et de pouvoir calculer. On peut, bon, ça c'est clair, mais est-ce que l'erreur de modèle, il va être, de quelle ampleur elle va être? Et du coup, un modèle 4NAT, mais ça c'est, voilà, euh, moi je suis en retard, donc j'ai appris ça tardivement, mais ça c'est depuis quelques, je dirais peut-être 2 décennies, 3 décennies, on a commencé à bâtir des modèles 4NAT. Un modèle 4NAT, ou une équipe qui va être une équipe 4NAT, il ne faut pas qu'il y ait juste l'actuaire dans une équipe 4. Il faut que ce soit une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a des experts de la connaissance physique du risque. Et donc, on est obligé de bâtir un modèle 4NAT en commençant par ce qu'on appelle le bloc aléa. Le bloc aléa, c'est carrément des connaissances physiques du risque. C'est ça ce qui va nous permettre, in fine, des choses qu'on comprend, d'avoir un catalogue stochastique d'un certain nombre d'événements plausible, probable, fictive. Mais ces événements-là, d'un tremblement de terre ou d'une inondation, par exemple, ce sont, par exemple, le cas du tremblement de terre, il y a 3 paramètres qui définissent un tremblement de terre, c'est magnitude, épicentre et la profondeur, et, bon, et la géolocalisation les coordonnées GPS, pour la latitude et longitude. Et à partir de là, donc, il faut simuler un certain nombre d'événements plausibles. Et ça, ce sont vraiment des connaissances physiques. C'est la connaissance de la nature du sol, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les fameuses équations, les GMPE, qui reposent sur un certain nombre de connaissances qui sortent un peu de notre, je dirais, expertise à nous actuelle. Et donc voilà, donc ces types de modèles permettent, ou ces types de blocs permettent d'avoir un catalogue d'aléas fictifs, d'événements qui sont plausibles, qui peuvent attaquer une région en fonction de la nature de son sol, etc. À partir de là, il y a bon, un risque, quand il arrive, il faut qu'il y ait une exposition, une vulnérabilité. Il faut avoir une connaissance assez précise de l'exposition. Bon, soit on connaît à ce moment-là les sommes assurées pour le cas de l'assurance, ou des personnes non assurées pour le cas du FSEC, pour lesquelles il y a le problème qui est rapidement posé, c'est la géolocalisation. Et donc, c'est de connaître l'adresse. Et dans certains cas, on ne connaît pas. Et donc, on doit avoir donc les logiciels aujourd'hui qui existent ont des algorithmes, ce qu'on appelle les algorithmes de désagrégation. Donc, à partir d'un certain nombre d'informations, je dirais agrégées, on arrive à géolocaliser les risques et de calculer par d'autres outils et ben, la somme assurée et de connaître aussi la vulnérabilité. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, un aléa, il est là, mais si en face, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas une connaissance sur la vulnérabilité, bon, il n'y a rien. Et donc, avec ces 3 blocs, on démarre le travail d'un actuaire et je vais peut-être laisser la parole à Guillaume pour parler du travail de l'actuaire. Je pourrais toucher un petit mot, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les différentes sorties de ces modèles-là. C'est des tables, c'est les Event Loss Table, Year Loss Table, EEP, etc. Je calcule une perte moyenne avec un écart type, mais en même temps, j'ai des pertes par événement, par année et par probabilité. Et à partir de là, donc, on peut appliquer les conditions de la réassurance. Je laisse la parole à Guillaume pour compléter. Puis, donc rapidement, le module de vulnérabilité, donc avant d'arriver à l'étape, effectivement, où est-ce que l'acteur intervient davantage, donc à nouveau, ça vient interpeller plus d'expertise, je dirais, scientifique.
les ingénieurs, etc., au niveau de comment une structure réagit en fonction de l'intensité des événements qui font partie du module de l'aléa. Donc, l'exemple que j'aime donner, c'est pour le tremblement de terre. Donc, une structure typiquement en bois avec une certaine flexibilité dans les matériaux va mieux réagir qu'une structure qui est dit très rigide, donc en béton, qui n'a pas vraiment de mobilité. Donc, ça, c'est les concepts généraux. Il y a toujours des exceptions. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ingénierie qui va nous informer, bon, une structure avec certaines de ces caractéristiques-là. La hauteur également. Comment va-t-elle réagir dans le contexte d'un tremblement de terre de, disons, 8 sur l'échelle de Richter, bon, avec un épicentre d'une profondeur de 5 km, par exemple. Euh, donc, ce que ça va nous informer, c'est pour une structure donnée, on va déterminer un taux de dommage qu'on doit appliquer en fonction de l'intensité de l'événement. Donc, typiquement, c'est des distributions de sévérité qui sont entre 0 et 1. Donc, pour une valeur assurée de 500 000 par exemple, on peut avoir un taux de dommage qui se situe entre 0 et 1. Puis c'est avec ça que pour chacun des risques au portefeuille, on va être en mesure de générer une perte. Maintenant, il faut déterminer également comment que la police d'assurance répond en fonction de ces pertes-là. Donc, typiquement, il y aura des termes au niveau de la franchise, donc quelque chose que l'assuré doit débourser de sa poche avant que l'assureur le rembourse. Dans certains cas, on aura des sous-limites qui vont être présentes. Donc, ce ne sera pas nécessairement 100% de la valeur du bâtiment qui va être couvert. Ça peut être un montant forfaitaire de 10 000 ou 20 000 Donc, il y a beaucoup de modalités qui doivent être reflétées au niveau financier. Risque par risque, une fois qu'on a la vue d'ensemble au niveau du portefeuille, c'est là qu'on peut, comme Abder mentionnait, utiliser des informations en sortie de modèle qui nous donnent vraiment la granularité au niveau de la fréquence et de la sévérité de tous les événements qui peuvent impacter le portefeuille. Puis c'est avec ces informations-là, en fait, qu'on va pouvoir, que là, le rôle actuaire va commencer à intervenir si on veut. Parce que puis la première étape, par rapport à ça, c'est souvent, en fait, on est toujours intéressé de savoir ben, la performance du modèle versus la réalité. Donc, c'est toujours un test intéressant à faire dans le cas qu'on peut. Un tremblement de terre, c'est pas un bon exemple souvent parce que ça arrive très rarement, donc on n'a pas beaucoup de données historiques. Mais pour des inondations ou il y a certains autres périls où est-ce qu'il y a une certaine fréquence sur une base à chaque année, ben, on est en mesure de valider, OK, est-ce que le modèle est relativement bon ou pas tellement pour prévoir, pour prédire en fait la sinistralité potentielle en lien avec ce péril-là. Donc, c'est toujours une question de regarder l'expérience récente, du 10-15 dernières années, comment le modèle performe vis-à-vis ça, de mettre les deux en contraste. Puis si on se convainc vraiment que dans certains cas, puis on le voit au Canada, il y a certains modèles qui sont vraiment mal calibrés, donc il y a des modèles nord-américains qui sont vraiment développé aux États-Unis et exporté au Canada. Donc, la réalité au Canada n'est pas nécessairement la même qu'aux États-Unis. Donc, il y a des choses comme ça qu'on doit prendre en compte et on doit ajuster. Une fois qu'on a notre vue, si on veut ajuster, qui nous semble la plus raisonnable, ben, c'est avec ça qu'on peut prendre une décision informée pour chacun des périls qu'on va mettre ensemble. Puis en fonction de la structure de réassurance qu'on veut mettre en place, ben, on va être capable de calculer c'est quoi la probabilité que mon programme de réassurance soit touché, c'est quoi les pertes espérées, les écarts types, les percentiles, etc. Puis ça fait vraiment partie du rôle de courtier. Donc, ça, je vous le disais au début, donc courtier de réassurance. Nous, on agit vraiment à titre intermédiaire. Donc, alors qu'on amène un service conseil, si on veut, pour guider l'assurance, l'assureur sur un choix de structure qui va être optimal d'un point de vue protection, mais également au niveau de la tarification, puis qui s'harmonise en fait avec différents critères, mais bien entendu l'appétit au risque de l'accident. Donc, ça très rapidement, mais évidemment, l'utilisation qu'on peut faire de ça est très, très vaste. Il y a des utilisations corollaires qu'on peut faire. Ça peut informer également la tarification, la segmentation, donc plus des travaux où est-ce que l'actuaire dans d'autres départements va être interpellé. Alors, et Soudina, vous voulez compléter? Oui, ok, bon, merci. Donc, on continue du défi des temps. Donc, je vais juste illustrer donc, le rôle avec un cas où vous avez eu à participer, notamment dans le cadre de la conception, de la mise en place d'une assurance indiciaire agricole, où voilà, le rôle de l'acteur se fait voir pleinement. C'est-à-dire que donc, durant les étapes, donc, on a besoin vraiment de la matière de base qui est l'acquisition de l'information, l'acquisition des données, donc pour pouvoir vraiment, sur lesquelles nous allons nous bâtir le modèle. Là. C'est que là, on a eu besoin des données climatiques,
notamment les coordonnées GPS des parcelles qui vont être assurées à partir de là avec les données satellitaires. On essaie de prendre l'historique pour pouvoir modéliser. Maintenant, en plus de ça, donc, pour compléter ce que Guillaume m'avait dit aussi, on a besoin de l'expertise des autres aussi. Donc, nous avons besoin des données agronomiques. C'est-à-dire que quoi, les besoins hydriques donc, d'une culture et surtout son potentiel sur la culture. Donc, à titre d'exemple, quand je prends une couverture pour le riz sécheresse, pour par exemple le maïs, que quoi, donc, à travers des données agronomiques, donc, on pourra identifier voilà, le besoin donc, en eau au cours d'une phase donnée pour la culture afin que voilà, qu'elle puisse vraiment atteindre une bonne maturité. Et donc, dès que ces données sont disponibles, donc on cherche maintenant à mettre en place un indice, donc s'il existe déjà, ou une métrique. Donc, dans notre cas particulier, on avait utilisé voilà, l'évapotranspiration, puis les cumuls de précipitations et les séquences sèches. Voilà, donc, et à travers ces indices, on essaie de pouvoir mettre en place donc, les seuils d'indemnisation avec, en consultation avec les informations agronomiques. C'est-à-dire que quoi hein, ces informations nous permettent, comme je l'ai dit aussi, surtout de définir voilà, le strike et les exits. Par exemple, le strike, c'est-à-dire que, disons, on peut dire que c'est le niveau, donc le besoin en eau donc pour une culture durant une phase donnée. C'est-à-dire que quand je prends pour la majorité des cultures, hein, donc nous avons pratiquement trois phases de croissance, une phase végétative, une phase de floraison, une phase de maturation, où donc au cours de chacune des phases, donc les informations des spécialistes agronomiques nous permettent d'identifier voilà, que le besoin minimum en eau qu'il faut pour la plante. Et là, donc si cette quantité d'eau n'est pas atteinte, on va déclarer que quoi, la plante a subi un épisode de sécheresse ou du moins est en stress hydrique. Donc cet incident a un impact maintenant la production, du moins le rendement de la culture. Et donc, par conséquent, donc, le chiffre d'affaires du producteur. Donc, on essaie vraiment de mettre en place voilà, une telle approche. Et si c'est par exemple pour le risque d'excès de pluie, donc au cours d'une phase, si c'est par exemple la phase de floraison où la plante est beaucoup plus exigeante en nous, s'il arrive qu'on ait vraiment un niveau de très très élevé, c'est que là, on se retrouve vraiment, on définira que à ce niveau-là, l'eau devient plutôt nuisible à la plante. Donc là, on est en excès de pluie. Donc, et pour le réassureur, il peut définir un dommage beaucoup plus élevé. Là, on se retrouve dans la catastrophe pour pouvoir vraiment les indemniser. Donc, à partir de telles informations, maintenant, on essaie de vraiment d'utiliser, en plus des historiques de données, de pouvoir vraiment modéliser, du moins quantifier les risques qu'on souhaite assurer ou du moins qu'on souhaite quantifier et d'établir les probabilités donc, de survenance de chaque épisode de sécheresse, de chaque situation d'excès de pluie. Donc, à partir de là, maintenant, tous les modèles actuels qu'on pense pour pouvoir vraiment estimer vraiment les pertes donc, probables et appliquer maintenant donc, les approches pour pouvoir vraiment estimer la prime. Donc, sans vraiment oublier les tests de scénario, les stress tests et puis les backtests lorsqu'on vient de mettre sur le marché. Donc, voilà, de manière voilà, synthétisée, ce que je peux dire. Voilà, à part ça, on a aussi l'acteur qui joue sur le rôle dans l'élaboration d'un plan de réassurance et un appui donc, au soutien à la commercialisation aussi au provisionnement. Donc, sans plus tarder, je pense, en résumé, ce que je peux dire, pour pouvoir faire le lien entre voilà, pour pouvoir illustrer à titre d'exemple voilà, le rôle de l'acteur. Donc, je vous remercie. Guillaume, vous voulez compléter? Non, ça va, c'est bon pour moi. Johan. Ok, très bien. Alors, parlons de la donnée. Donc, c'est un élément essentiel, le partage de la donnée en réassurance dans le cadre des catastrophes naturelles. Alors, ces données peuvent rapidement devenir obsolètes. Comment les acteurs gèrent-ils ce défi et quel rôle jouent les nouvelles technologies dans l'amélioration de la qualité et de l'actualité des données? Donc, on peut commencer avec vous, Abder.
puis on enchaînera sur Esodina. Ok. Oui, alors, bon, la donnée concernant je dirais la tarification ou l'indemnisation dans le cadre d'une catastrophe naturelle, comme tu viens de le dire, Johan, rapidement, ça peut s'avérer insuffisante ou pas fiable. Donc, on a recours à d'autres sources pour avoir des données, comme l'imagerie satellitaire, comme les sensors, comme, voilà. Je prends un exemple, et je crois que c'est le cas pour un certain nombre de pays, pour modéliser ou pour tarifier ou pour transférer le risque inondation, ça démarre par les précipitations. Il faut bien les mesurer et parfois on n'a pas beaucoup de stations de mesure des précipitations. C'est-à-dire il y a une insuffisance spatio-temporelle. Donc d'abord, on n'a pas assez d'histoire, la profondeur il est ce qu'il est. Et en même temps, on n'a pas beaucoup de stations. C'est comme le cas du Maroc. Et à côté de ça aussi, il y a ce phénomène-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est la neutralité. Parfois, si le trigger il repose sur la quantité de pluie tombée pendant 3 jours ou 5 jours, bah, qui va mesurer ça? Donc, alors, les deux problèmes joints, je dirais le manque d'abord de stations de mesure et aussi la neutralité ou avoir la confiance en la donnée. Donc, on a recours à des données provenant de l'imagerie satellitaire. Donc, il y a un certain nombre de satellites qui mesurent, avec l'erreur que ça peut émaner, ça mesure les précipitations par des intervalles de temps qui peuvent aller jusqu'à 10 minutes, 30 minutes, etc., etc. Et donc, on utilise ces technologies pour compléter, pour résoudre un certain nombre de problèmes. L'autre chose, comme l'imagerie satellitaire, ben, ça repose sur des satellites optiques ou radars. En fonction, je dirais, bon, bah, ça prend de l'information tant qu'il y a le soleil, tant qu'il y a le jour. Mais donc, il y a la nuit ou les nuages, on fait appel au SAR. Et ça, parfois, ils ne sont pas assez fiables. Ils sont pas assez fiables. Donc, on a aussi recours à mettre, je dirais, sur le terrain des capteurs, donc des sensors qui peuvent être connectés à un certain nombre de systèmes pour compléter, pour fiabiliser la donnée. Voilà. L'autre chose que je dirais, et ça rejoint un peu aussi la connaissance de l'information et les données, ben, certaines informations, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont données de façon agrégée. On ne les connaît pas, bon, pour certains pays. Pour le cas du FSEC, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'adresse. Et donc, on a besoin d'un certain nombre de technologies, d'informations venant des satellites et venant de d'autres technologies reposant sur l'IA, l'intelligence artificielle et tous les algorithmes d'apprentissage, eh ben pour situer un bien quelque part et de connaître aussi la nature du bien. Est-ce que c'est du commercial? Est-ce que c'est de l'industriel? Est-ce que c'est le résidentiel? Et quel type? Guillaume tout à l'heure parlait de la vulnérabilité. Donc, pour pouvoir connaître le risque assuré, la somme assurée à avoir une valeur, et donc je dois connaître la nature de ce bien-là. Et si je suis le FSEC, ne connaît pas mes clients, c'est toutes les personnes non assurées, mais qui, donc je ne sais pas. Donc j'ai recours à l'imagerie satellitaire et à des algorithmes d'apprentissage pour situer dans une zone, donc je dirais dans une cellule, dans une résolution, de situer un bien avec sa résolution. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser le temps aux collègues pour compléter s'il y a autre chose et répondre aux questions s'il y en a. Esodina. Ok, ouais, d'accord, merci. Non, je pense que, bon, je l'ai déjà mentionné plus tôt, hein, nous, dans nos cas précis, effectivement, les données, les données sont vraiment euh, difficiles donc, d'accès. Donc, on a un accès limité, notamment dans nos travaux, quand on essaie de mettre en place des couvertures d'assurance contre les risques 4 notes. Et donc, c'est vraiment le point central qu'il faut vraiment qu'on évoque. Et notamment, bon, quand je prends pour les risques pluviométriques, enfin les risques liés les risques climatiques, notamment l'assurance contre la sécheresse et les excès de pluie. Donc, on a au Togo, par exemple, une faible couverture donc, territoriale des stations. Du coup, on essaie de recourir aux données satellitaires qui voilà, ne sont pas nécessairement fiables parce que, bon, il arrive que voilà, les mesures satellitaires ne correspondent pas nécessairement à la réalité, du moins aux mesures au sol. Donc, c'est l'un des véritables problèmes. Et d'autre côté, c'est de faire la résolution
Donc, la résolution des données qu'on acquiert, c'est que des fois, c'est difficile d'avoir des données d'une résolution de moins de 1 km², par exemple. Donc, à titre d'exemple, on a dû passer, par exemple, d'une couverture de masse ponctuelle à travers les cordons GPS d'une parcelle à une couverture par zone. Donc, on a donc une approche village où il a fallu donc qu'on essaie de faire un maillage donc, du territoire des zones agricoles en pixels et donc mettre en place une couverture. Maintenant, pour chaque assuré, maintenant, pouvoir l'assigner à un pixel. Donc, il se retrouve maintenant dans une zone où maintenant, à partir de là, maintenant, on essaie de pouvoir le couvrir. Donc, pour être beaucoup plus simple, donc c'est le véritable enjeu donc, que nous faisons face. Donc, merci. Merci, Esodina. Alors, vous l'avez dit, les risques liés aux catastrophes naturelles ne sont pas statiques. Leurs caractéristiques évoluent avec le temps et le changement climatique accentue ce dynamisme. Alors, comment percevez-vous cette évolution et quelles implications a-t-elle pour la gestion et la réassurance de ces risques? Alors, Esodina, on peut reprendre avec vous. Désolé un instant, j'avais mon micro fermé. Donc, aussi, merci beaucoup. Hein. Donc, pour en revenir, je dirais, malgré tous les défis, donc, on note vraiment une évolution, on note une évolution croissante, d'accord? Et je veux dire, avec tous ces défis-là, cela vraiment a des incidences pas possibles donc, sur nos ménages et sur nos populations globales. Donc, euh, pour être plus succinct, je dirais que quoi, ces risques donc, prennent au jour le jour d'ampleur. Donc, on note vraiment une recrudescence, une augmentation de la fréquence et même de l'intensité des risques. Et, donc, dans certains pays, on parle des orages et les précipitations extrêmement pratiquement triplées. Donc, et durant pratiquement les 30 dernières années, on a vraiment des épisodes de sécheresse qui ont considérablement augmenté. C'est-à-dire que ce qui durait peut-être 2 mois, une phase de sécheresse qui pourrait peut-être durer 2 mois, passe de 2 à 4 mois, par exemple. On voit déjà les incidences. Donc, voilà. Et en résumé, on fait vraiment face à ce genre de défis où, par exemple, la température d'après avec les estimations, on se rend compte même que, voilà, qu'on a des fois une augmentation de plus de 3 degrés donc dans nos zones. Donc, en bref, il y a vraiment une multiplicité de ces aléas donc, qui alternent les sécheresses prolongées et les pluies torrentielles. Donc, merci. Guillaume. Merci, Sodina. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ouais, la nature évolutive du risque, c'est une question vraiment fascinante parce que je trouve qu'en réassurance, en fait, une des questions, un des grands défis qu'on a, c'est toujours confronté à des événements uniques et extrêmes dans leur nature. Donc, c'est toujours de départager ce qui fait partie d'une tendance versus ce qui est une anomalie statistique. Donc, les tendances, quand on regarde des valeurs extrêmes, c'est sûr que c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile à identifier. L'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment ce qui se passe présentement au niveau des feux de forêt. Donc, si on recule 3 ans en arrière, donc 2023, au Canada, ça a été l'année pour laquelle les superficies qui ont été incendiées au Canada ont été vraiment à des niveaux historiques. Donc, c'est une mesure qui est très simple. Donc, la superficie des forêts incendies à chaque année. Donc, c'est une statistique qui est amassée depuis au moins 50 ans de façon plutôt fiable. Donc, 2023, on a battu le record précédent de plus du double. Donc, c'était vraiment sans précédent. Puis, c'est un facteur de 4 ou même 5 par rapport à ce qu'on s'attend sur une base annuelle pour une année normale. Donc, c'était vraiment du jamais vu. Donc, quand c'est survenu en 2023, on a tous regardé ça, on s'est dit, mon Dieu, OK, c'est vraiment, ça sort énormément du lot. Donc, c'était vraiment une année, on s'était dit à l'époque, une année exceptionnelle. Puis, si on regarde les 2 dernières années, en fait, ce qu'on voit, c'est pas aussi intense que ce qu'on a connu en 2023, mais par contre, on est vraiment sur une tendance jamais vue. C'est-à-dire que là, on a 3 années, 2023, 2024, 2025, qui sont nettement au-dessus des moyennes historiques. Puis là, ben, c'est à partir de là,
après un point, 2 points, 3 points, c'est difficile de se convaincre que ça fait plus partie d'une tendance. Donc, on le mentionnait tantôt, donc le Canada étant un pays nordique, c'est sûr que les impacts des changements climatiques sont plus prononcés. Donc, il y a énormément de discussions actuellement à savoir, OK, il semble y avoir une tendance de fond sur le risque de feu de forêt qui augmente. Puis, ben, c'est une réalité avec laquelle le pays doit maintenant composer. Merci à Guillaume. Abder, peut-être pour compléter. Oui, très rapidement. Comme ça, peut-être on écoutera les participants. Je crois que le nombre de départs commence à suivre la concavité logarithmique. Alors, bon, pour compléter, mais je crois que c'est une question générale. Bon, faire face à ces catastrophes naturelles, c'est ce que fait le Maroc, c'est ce que font un certain nombre de pays de façon obligatoire, universelle. Le problème, c'est l'accentuation, c'est-à-dire il y a une précipitation, où on parlera du changement climatique ou d'autres risques émergents, le cyber, c'est pas naturel, mais le cyber-attaque, cybersécurité ou les pandémies ou autres. Donc, il y a un certain nombre de risques qu'il faut faire face, il faut les financer. L'actuaire doit être au centre de cette question-là et il doit enfin, rejoindre, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, une équipe pluridisciplinaire parce qu'il y a des compétences pour lesquelles on n'est pas formé, mais pour pouvoir réfléchir au financement de ces types de risques. Parce que, bon, c'est le cas de la France. Bon, la surprime a atteint 20%, on ne pourra pas aller plus loin. On commence à penser et à réfléchir à d'autres notions, l'atténuation, la prévention, l'adaptation. Et donc, il y a des réflexions qu'il faudrait mener et le rôle, bon, peut-être j'ai anticipé un peu des questions, Johan, mais le rôle de l'actuaire, c'est de traduire un peu ces termes en des franchises, en des plafonds pour savoir qu'est-ce qui va rester au niveau, qu'est-ce qu'il faut mettre comme type de prévention au niveau de l'assuré pour qu'il protège son bien à lui. Il y a une question qui a été posée par un collègue, peut-être je répondrai tout à l'heure, qu'est-ce qui fait le Maroc pour la prévention? Je pourrais toucher un petit mot. Donc il y a des choses qui doivent être faites au niveau de l'assuré, au niveau de l'assurance. L'assurance n'a pas une capacité infinie, la réassurance non plus. D'autres instruments, Guillaume en a parlé tout à l'heure, d'autres instruments de financement et l'État, mais à un moment ou à un autre, il faut repenser à autre chose. La technicité va s'arrêter, on ne pourra pas demander aux gens je dirais de financer, enfin les assurés de financer le risque avec des primes qui sont insupportables. Il faut à un moment ou à un autre réfléchir à d'autres instruments. Et donc, le débat, je crois, il est international, il est posé. Bon, bah, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mais peut-être que, Johan, tu voudras qu'on rebondisse sur un certain nombre de mots-clés. Voilà, tout à l'heure. Merci. Bien sûr, merci Abder. Alors, ce sera d'ailleurs ma dernière question avant le mot de conclusion de chacun. Euh, et c'est effectivement sur ce qu'on observe, ce qui a été mentionné, c'est qu'on voit une intensification de la sinistralité, que ce soit en termes de fréquence ou de sévérité. On a des zones qui sont difficilement assurables. Et dans ce contexte, alors comment les acteurs peuvent-ils adopter une perspective long terme pour améliorer le profil de risque et construire un système plus résilient? Guillaume, peut-être dans un premier temps. Oui, tout à fait. J'ai une perspective, c'est un sujet très d'actualité au Canada présentement. Donc, puis ça implique évidemment beaucoup plus que juste l'écosystème d'assurance. Donc, le contexte social, actuellement, un manque de logements, pression pour construire des logements à coût abordable, faible, etc. Donc, nous, dans l'industrie de l'assurance-réassurance, on aime beaucoup mettre de l'avant, en fait, la résilience. Donc, on a malheureusement l'habitude en tout cas au Canada, on aime ça vivre près des cours d'eau, vivre en forêt. Donc, dans le fond, c'est des endroits qui sont très beaux, c'est sûr, mais qui comportent des risques assez importants d'un point de vue NAT4. Donc, il faut s'assurer, en fait, qu'on fait les choses de façon responsable et que c'est soutenable sur le moyen long terme. Donc, éviter de construire dans des zones à risque. Puis créer des incitatifs en fait pour construire aussi de façon beaucoup plus résiliente au départ. Donc, l'étalement urbain se fait pas toujours avec cette réflexion-là, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de travail de la part des différents intervenants du milieu de l'assurance, donc à travailler avec les municipalités. Donc, il faut solliciter, comme je disais au début, c'est vraiment pas seulement le milieu de l'assurance, mais il faut interpeller les municipalités, les gouvernements, sensibiliser les entrepreneurs, utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus résistants. Donc, on a une problématique
particulièrement au Canada, en Alberta, qui est une province dans l'ouest du pays, où est-ce qu'on a une fréquence, une sévérité assez importante de tempêtes de grêle. Mais parallèlement à ça, donc il y a beaucoup de pression pour construire des nouveaux logements, etc. Donc, on construit à pas cher avec des matériaux qui sont très, très peu résistants. Donc, c'est vraiment un peu la tempête parfaite qui se produit. Donc, c'est un travail de longue haleine. Puis une fois qu'il y a des sinistres, évidemment, il faut essayer de trouver une structure qui fait en sorte qu'on a des mesures d'encouragement pour que l'assuré aussi reconstruise avec des matériaux qui sont plus résilients. Donc, les assureurs vont donner dans certains cas des incitatifs ou encore vont offrir des conditions beaucoup plus attrayantes lorsque les polices sont renouvelées avec des franchises plus basses, avec des primes plus basses. Donc, on essaie vraiment d'avoir une approche qui va faire en sorte qu'on encourage une reconstruction résiliente, mais il faut d'abord arrêter de construire dans des zones jugées à risque, à pas cher, parce que ça, c'est pas soutenable sur le long terme. Abdel? Oui, merci. Oui, bon, enfin, je te rejoins amplement. Peut-être parler du cas du Maroc. Oui, alors, il y a donc des zones on n'a pas encore construit. Oui, il y a à faire. Il y a donc, on appelle nous le RPS 2011, donc le règlement parasismique, pour dire aux gens, là, ce sont des zones vertes et donc on peut construire avec bien sûr des matériaux qui sont raisonnables. Des zones où on ne peut pas du tout construire ou des zones où on peut construire avec un renforcement bien particulier. Mais je parle des zones où on n'a pas encore construit. Maintenant, si on a construit des zones à haut risque, je pense que c'est ce qui se passe pour le cas en France avec le fonds Barnier, c'est d'aider peut-être déloger les gens parce que voilà, donc on n'a pas le choix. Si c'est des zones très risquées, ben, il faut accompagner les gens à les déloger et à les faire habiter ailleurs. Il y a une autre expérience pour le cas du Maroc, c'est ce qu'on appelle les cartes d'aptitude à l'urbanisation. Pareil, donc ça définit des zones, que ce soit pour les risques d'inondation, pour les risques. Le RPS, c'est uniquement tremblement de terre, c'est le règlement parasismique, je dis ainsi dit. Mais les cartes d'aptitude à l'urbanisation, le ministère d'Habitat qui définit des zones pour montrer, oui, bon, on construit ou on ne construit pas, ou on construit je dirais avec un règlement, avec un type de matériaux. Mais le problème reste où il est entier quand on a des zones très rouges, très risquées, où on a déjà des gens qui y habitent. Donc là, comment faut-il faire? Comment faut-il les accompagner pour les déloger? Donc voilà, il n'y a peut-être pas d'autre solution. Voilà ce que j'ai à dire pour le cas du Maroc. Merci. OK. Et Solina, peut-être pour compléter? D'accord, merci beaucoup. Bon, pour juste compléter, moi, j'aurais juste ajouté ces deux expressions. Pour moi, pour un système donc durable et résilient, il faudrait vraiment que, surtout dans nos zones à risque, il faudrait vraiment qu'on puisse adopter une approche intégrée plus évolutive. Notamment, donc, on doit dépasser la simple indemnisation des sinistres. En complément de tout ce que nos collègues ont dit, il faut vraiment qu'on puisse passer d'une logique réactive à une logique proactive, okay? Notamment en investissant autant pour moi dans la prévention, aussi bien que dans la réparation, donc pour réduire et limiter les pertes humaines et matérielles. Merci. Merci, Solina. Alors, on est dans le mot de la fin. Donc, pour conclure, peut-être, j'aimerais que chacun de vous partage sa réflexion finale sur notre thème, hein. On a dû le survoler. On n'a pas évidemment 3 heures pour passer au travers des sujets. On pourrait y rester longtemps. Donc, notre thème qui est face au risque de catastrophe naturelle, quelles sont, selon vous, les priorités et les enseignements clés en matière de stratégie de réassurance? Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous souhaitez que nous redonnions ce soir? Alors, Solina, pour commencer. OK, donc merci beaucoup pour ces travaux qui sont vraiment très enrichissants. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles dans nos pays ne sont plus des événements exceptionnels, mais ce sont vraiment des réalités récurrentes et amplifiées par les changements climatiques. Et dans la zone climat, comme je l'ai défini, cette évolution vraiment met à rude épreuve les capacités des assureurs et réassureurs traditionnels dont les modèles deviennent au jour le jour obsolètes face à la fréquence, en l'occurrence, et à l'intensité croissante de ces risques. Ainsi, les stratégies de gestion des risques catastrophes naturelles dans nos zones doivent aujourd'hui conjuguer de la solidité financière, l'innovation technique
une vision proactive, donc en incluant donc, tous les aspects, notamment en termes de prévention, donc des systèmes d'alerte dans les catastrophes naturelles, donc tous les systèmes de réassurance et d'assurance face aux risques extrêmement imprévisibles, notamment la réassurance telle que ce soit classique ou comme la réassurance paramétrique. Donc, je pense que sur ce, je laisse mon mot de fin. Merci. Merci, Sadina. Pour ma part, en fait, je pense que tu sais, la réassurance va demeurer un instrument très, très fort, en fait, à la disposition des assureurs pour se prémunir contre des événements avec une gravité sévère et extrême. Ça, pour moi, c'est clair. Cependant, on en a parlé, des changements climatiques, il y a une trame de fond, une accélération des choses qui fait en sorte que ça nous force un peu à repenser la façon dont tout ça fonctionne actuellement, puis de vraiment avoir un système qui fait en sorte qu'on crée, non seulement qu'on crée de la résilience, donc on ajoute des mesures de défense au système actuel, parce que je pense qu'on le réalise pas, on le réalise peut-être pas aujourd'hui, mais avec l'accélération des choses, des changements climatiques qui se poursuivent, on pourrait avoir un écosystème d'assurance qui est fragilisé. Parce que la capacité de payer des assurés aussi est limitée. Donc, il faut s'assurer que chacun est capable d'offrir la réassurance, mais il faut également que les assurés soient capables de payer puis avoir un produit qui est jugé abordable. Donc, je pense qu'il y a une réflexion vraiment en profondeur qu'on doit avoir collectivement à évidemment pas mettre à terre le système actuel, mais de plutôt encourager des mesures fortes de résilience pour les années à venir. Merci, Guillaume Abder. Oui, bon, comme j'ai On passera aux questions juste oui, après. je vais peut-être pas rajouter grand-chose par rapport à ce que j'ai disais tout à l'heure, mais comme on est dans un colloque d'actuaires et comme l'AI est avec nous, je pense qu'il faudrait aussi repenser la formation. Comme je disais tout à l'heure, il faut que l'actuaire aussi, on va pas le transformer en sismologue ni hydrologue, mais il faut qu'il comprenne un peu ces enjeux, savoir manipuler donc dans son formation, son cursus de formation, comprendre un peu sortir un peu des choses classiques qu'on enseigne, ça d'une part. Donc ça sera un mot à dire. L'autre chose, comme on parle de ces risques extrêmes, catastrophiques, etc., il faut garder, enfin, il faut les couvrir et le niveau de couverture, bon, vite fait, il y a de la non-assurabilité ou la non-réassurabilité. Il faut que les États soient là avec leur, je dirais, garantie. Et il faudrait aussi penser à des fonds, peut-être régionaux ou internationaux, pour un peu voilà, gérer ça bien en amont pour pouvoir couvrir de tels risques. Voilà ce que j'ai peut-être à dire comme enfin, voilà. Merci. Merci, merci à vous trois. Alors, je vous propose de passer aux questions. Alors, on en a reçu quelques-unes dans le chat. Et vous pouvez encore en envoyer si vous le désirez. Alors, une première question peut-être pour Guillaume. Donc, je vais la lire tout simplement. Pourriez-vous nous donner, alors évidemment, ça bouge en même temps, pourriez-vous nous donner quelques exemples de modèles NatCat dans vos régions respectives? Oui, tout à fait. Donc, au Canada, en fait, quand même, c'est plutôt bien desservi, je dirais, en termes d'outils là, à notre disposition. Je pense que on peut remercier un peu le fait qu'on est adjacent aux États-Unis, qui est bon, le marché le plus important au niveau de l'assurance. Donc, c'est là qu'il y a le plus grand investissement au niveau du développement des modèles. Puis le fait qu'il y ait une proximité entre le Canada et les États-Unis, ben, ça fait en sorte que beaucoup de ces modèles-là sont développés sur une base nord-américaine, étant donné la corrélation entre les deux pays. Alors, on bénéficie jusqu'à un certain point de ces modèles-là. Par ailleurs, bon, la réalité au Canada est assez différente de celle aux États-Unis, donc on a des hivers assez rudes. Donc, évidemment, certains modèles ne sont pas nécessairement, ce qui a été calibré aux États-Unis ne s'applique pas nécessairement au Canada. Mais bon, cela dit, tempêtes hivernales, les tempêtes de grêle, les tornades, les ouragans, les tremblements de terre sont relativement bien desservis en termes d'outils, de modèles disponibles. L'inondation, c'est quelque chose qui est plus difficile un peu, mais ben, il y a de plus en plus de modèles qui sont disponibles. Les feux de forêt, c'est probablement celui qui est je dirais, le moins mature là, en termes de disponibilité. Mais à nouveau, c'est quelque chose pour lequel, étant donné, justement, on parle des dernières années qui ont été exceptionnelles, donc ça fait en sorte qu'il y a une démotivation, en fait, à développer des nouveaux outils. Donc, je suis confiant que d'ici quelques années, on aura aussi ça dans notre arsenal.
Merci Guillaume. Alors une question pour Abder, peut-être. Oui. Alors, que se passe-t-il dans les couvertures CAT au Maroc lorsque le coût de l'événement dépasse 3 milliards de dirhams, ce qui fait environ 270 millions d'euros? Millions d'euros. Oui, alors pour le cas du fonds, bon, si c'est un événement et si c'est un événement annuel qui dépasse les 3 milliards, donc la loi prévoit une baisse d'indemnisation. Donc aujourd'hui, l'indemnisation, il est régulé par la loi 114, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça en fixe le maximum qu'on pourra donner à une victime. Mais si jamais ça dépasse les 3 milliards, donc on peut, donc la loi le permet, pour réduire l'indemnité. Pour le cas de l'assurance, pareil. Mais pour le cas de l'assurance, si on passe à un autre événement, comme je disais tout à l'heure, donc on a d'autres couvertures, il y a de la reconstitution. Ce n'est pas le cas pour le F7. Et donc, si ça dépasse pour un autre événement 3 milliards, donc l'assurance ou la réassurance joue encore. Mais on est dans le même événement. Donc, la seule chose que prévoit la loi, c'est de réduire l'indemnité. Très bien, merci. Une question alors pour Essodina. Alors, vous parlez de risque de précipitation. Je pensais que le risque pour l'agriculture en particulier portait davantage sur le risque sécheresse, dont les conséquences sont à maintes égards catastrophiques. Comment ce risque est-il traité et réassuré? Ok, d'accord, merci beaucoup pour cette question aussi qui est retransmise. Et bon, ce que je voulais dire, c'est que nous avons effectivement le risque sécheresse qui est l'un des risques que nos producteurs, surtout pour les cultures, subissent. Mais au même moment, il y a aussi le risque, c'est beaucoup plus pas le risque de précipitation, mais j'ai parlé du risque d'excès de précipitation, mais d'excès de pluie en fait. C'est-à-dire que vous voyez, si vous connaissez les producteurs, ou du moment où vous avez été vous êtes producteur ou des proches, vous remarquerez que, que durant chacune des phases, en fait, surtout, je vais faire le focus sur la phase de floraison ou du moins la phase reproductive, où généralement, c'est une phase où la culture est en stade de floraison, elle a des fleurs, et ensuite, voilà, si c'est les boutures ou bien les grains, si c'est les céréales, commencent par se mettre en place. Donc, vous remarquez que généralement, en ce moment-là, lorsque les pluies sont très excessives, vous voyez que bon, dès que les fleurs commencent à tomber, tombent, et ça a déjà ça a une incidence complètement énorme sur la production. Donc, vous risquez même de vous retrouver à 0,1% comme rendement, en fait. Donc, du coup, c'est effectivement ce risque-là qu'on essaie de prendre en considération, donc, et qui est aussi lié, en fait, des fois à l'inondation. Mais bon, c'est que généralement, lorsqu'il y a une inondation pluvieuse, c'est que bon, cela peut impliquer vraiment l'excès de pluie, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. On peut avoir l'excès de pluie sans qu'il y ait une inondation. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment noter. Et donc, en termes de réassurance, c'est pratiquement le même système lorsque nous sommes nous sommes dans un cadre d'une réassurance indicielle où dès que le seuil il est atteint, donc dès qu'on fixe, bon, Guillaume on l'avait déjà parlé, avait déjà introduit ça aussi. Donc dans ce cas, lorsqu'on a le exit, c'est que c'est le niveau où la quantité, la pluie est considérée directement comme nuisible pour la culture. Donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà l'assurance qui est en jeu. Et donc, aussi, au même moment, bon, si, au même moment aussi, la réassurance, en fonction de la portée des pertes ou bien en fonction du niveau de, 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 de l'indice qu'on a eu, donc la réassurance rentre en jeu. Donc, de manière synthétique, voilà ce que je peux apporter. Merci. Merci Sodina. Alors, une question peut-être sur l'IA pour Guillaume. Compte tenu du développement rapide de l'intelligence artificielle, comment appréhendez-vous le futur du métier d'actuaire? Pourrait-il être remplacé dans un futur proche? Wow, une question très, très large. En fait, c'est sûr que l'IA va. Puis là, on peut parler de façon générale, puis je pourrais commenter dans le contexte peut-être de la réassurance et du NATCAT spécifiquement. Mais c'est sûr que le métier d'acteur est appelé à changer. Pas nécessairement pour, je veux pas inquiéter les gens ici, mais je pense que c'est sûr que maintenant, avec l'IA, on est capable de faire des analyses de données extrêmement rapidement. Donc,
Ça, je pense que ça, je pense, moi, dans ma tête, ce qui va changer, c'est la nature du travail, mais les outils, puis d'être certain d'être capable de vraiment utiliser les outils à notre disposition à leur plein potentiel. Donc, au lieu de prendre une semaine à faire une analyse, maintenant, c'est des choses qu'on peut penser faire en quelques heures. Mais le travail, la valeur ajoutée de l'actuaire, à mon avis, qui va demeurer encore pour très, très longtemps, c'est vraiment le côté jugement et interprétation des résultats. Donc, il y a des choses qui s'interprètent facilement, les volumes de données sont très conséquents. Une machine peut probablement le faire, mais il faut évidemment considérer autre chose. Il y a beaucoup de contraintes souvent dans lesquelles on opère qui font en sorte qu'au-delà des résultats purement statistiques, il faut vraiment le jugement, le regard critique de l'actuaire, pour moi, va demeurer quelque chose qui est très important. Donc, évidemment, le métier va être appelé à changer comme plusieurs métiers d'ailleurs. Dans le contexte de Natcal, ce que je dirais, c'est qu'en fait, la difficulté que l'IA va avoir, je pense, c'est que, surtout en réassurance, on est dans des situations où est-ce que le volume de données n'est pas nécessairement très grand. Et donc, l'IA n'aura pas nécessairement une bonne maîtrise, en fait, à mon avis, de l'univers du possible. Alors que si on regardait quelque chose avec une masse de données, ça serait beaucoup plus facile. Mais bon, c'est sûr que à terme, l'IA à nouveau va aussi devenir un outil incontournable là, pour la réassurance dans le futur, c'est clair. Merci Guillaume. Alors, une toute dernière question avant de clôturer définitivement ce colloque, cette soirée en tout cas. Et Sodina, alors la question est la suivante. Quelles sont les actions de prévention proposées par les gouvernements? Mm. D'accord. Merci. Je dirais qu'au Togo, bon, l'État vraiment fait des efforts donc, pour pouvoir vraiment prévenir surtout les risques catastrophiques. Donc, il y a aujourd'hui l'Agence nationale de la protection civile qui essaie de pouvoir gérer les risques catastrophiques. Et à part ça, l'État aujourd'hui soutient vraiment les politiques donc, qui encourage vraiment la gestion des risques climatiques, notamment toutes les couvertures d'assurance. J'ai parlé du projet FAMCOVA, donc, qui est une initiative privée aussi qui est soutenue par Inshore Resilience. Mais aujourd'hui, il y a des partenariats qui ont été mis en place donc, avec le ministère de l'Agriculture et aussi avec l'Agence pour la transformation de l'agriculture pour pouvoir vraiment mettre en place, euh, faciliter la souscription à ces risques agricoles, notamment l'excès de précipitation et la sécheresse. Donc, je parle de ces deux parce que c'est les deux qui sont beaucoup plus en vigueur dans la matière de l'assurance agricole au Togo. Et à part ça, maintenant, je vais parler de l'initiative ARC, qui est une initiative régionale auquel l'État aujourd'hui donc, souscrit pour pouvoir vraiment protéger les populations. Donc, dès lors qu'il y a un projet donc, qui rentre dans la résilience du système alimentaire, donc l'État essaie de pouvoir maintenant souscrire à l'assurance au niveau de la African Risk Capacity maintenant, pour pouvoir indemniser les producteurs donc, en cas de survenance de ces risques-là. L'indemnisation peut ne pas être directement matérielle, mais ça peut être reconduit à un projet pour pouvoir vraiment soutenir les producteurs. Donc, voilà juste quelques exemples que je voudrais donner sur notre cas. Merci. Merci Sodina et puis merci à vous toutes et tous pour votre attention et à nos intervenants de ce soir, ainsi qu'à l'Institut des Actuaires France pour l'organisation du colloque. Alors la conférence de demain soir est sur, en tout cas la table ronde de demain soir, pardon, est sur le risque géopolitique à 18h heure de Paris. Donc nous attendons demain soir à 18h. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.